Salut tout le monde, cette semaine on a fait le grand écart en master sciences du jeu. On a commencé par disséquer la société avec la sociologie, on a débattu sur est-ce que le jeu vidéo c'est un récit et on a fini enfermé dans un donjon à Paris, littéralement. Allez, c'est parti pour le débrief. Jeudi matin, on a attaqué avec la sociologie des loisirs avec un objectif, comprendre pourquoi on joue et comment nos goûts se forment. On a parlé de Dumazier qui expliquait que le loisir il a 3 fonctions, se délasser, se développer et se divertir. Et en gros, le loisir, c'est censé nous rendre maîtres de notre temps. Mais l'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est l'évolution des sociabilités. En effet, au départ, les gens étaient très dans la religion et allaient à la messe les dimanches et c'est comme ça qu'ils se rencontraient et qu'ils échangeaient. Mais avec tout l'aspect industrialisation, en fait, les gens, ils se retrouvaient, et je vous donne dans le mille où, au PMU. On a vu aussi que depuis 1974, le temps de jeu moyen, il a évolué. Il est passé de 1 heure à 4 heures en 2010, et ça, merci les jeux vidéo. Bon, en réalité, je pense que vous y passez plus de temps, comme moi, sur les jeux par semaine. Mais bon, c'est les moyennes. Et avant le cours de l'après-midi, on en a profité aussi pour jouer. Parce que, bon, on joue pas assez. Et donc, on a profité pour jouer à Carnouta et à Day One, ce qui permet aussi de voir des nouveautés et de tester des nouvelles mécaniques. L'après-midi, on avait la suite du cours sur l'analyse de jeux vidéo. On s'est posé la question qui fâche. Le jeu vidéo raconte-t-il une histoire? Certains disent que oui, comme dans les cinématiques, par exemple, de Final Fantasy, ou d'autres disent que non, parce que ce sont des jeux de simulation comme Tetris. Et du coup, on commence à apprendre en fait comment on analyse un jeu vidéo. Et donc on a parlé aussi par exemple de la focalisation externe, quand on est extérieur au personnage et qu'on voit tout son corps en entier. On a parlé de la focalisation zéro, là c'est qu'en fait les jeux de civilisation, etc. On n'existe pas physiquement dans le jeu, mais ça n'empêche pas de faire des actions. On a parlé aussi de dissonance ludonarrative, de résonance, on a parlé de ce débat qui a animé pendant un moment aussi le monde du jeu vidéo. Donc voilà, on rentre dans les différents points de vue, les différents critères d'analyse avant de s'y mettre nous-mêmes à analyser un propre jeu vidéo. Et moi je pense que je vais me lancer sur Baldur's Gate 1 parce que c'est tout le jeu vidéo de mon enfance et je me dis tiens, c'est peut-être l'occasion de le relancer parce que ça fait vraiment très longtemps que j'y ai pas joué. Et bien sûr, qu'est-ce que serait la théorie sans la pratique? On a joué à des jeux vidéo en cours, donc c'était l'occasion aussi aux personnes qui ne jouent pas de tester. Donc on a joué différents jeux pour analyser en fait comment on implique le joueur dans l'histoire et aussi comment on lui apprend les commandes de jeu. Parce que, à la différence du jeu de société, il n'y a pas de règles écrites. Donc, on analyse ça et ça permet aussi, voilà, d'avoir ces premières briques de compréhension de comment un jeu vidéo se fait et comment on pourrait l'analyser. Et vendredi, c'était sortie scolaire. Direction Le Donjon, qui est un escape game à Paris. Et en termes de performance, je vais vous dire, j'étais franchement pas en tête de gondole. Comme quoi, on peut être étudiant en sciences du jeu et une quiche à résoudre des énigmes. On a rencontré aussi les fondateurs qui nous ont expliqué que le bâtiment dans lequel ils étaient, en fait, c'était les Archives nationales de céramique. Donc ils ont dû tout enlever, tout refaire, en fait, dans le bâtiment pour créer ces nouveaux espaces. Et donc on est rentré vraiment dans la genèse du projet, tous les travaux qui a dû être faits, mais aussi tous les décors. Bref, comment on crée une expérience immersive, en fait, dans un escape game. Ils nous ont aussi parlé de l'évolution du secteur, comment ils mobilisaient des équipes créatives, comment il y avait plus d'une trentaine de comédiens qui intervenaient sur les différents scénarios. Bref, vraiment une plongée directe dans l'univers de l'escape game. Et enfin, l'anecdote que je voulais vous partager aujourd'hui, elle m'a extrêmement touché. C'est sur le jeu Mosaïque, il a été fait par Léo Beno et il est édité chez Blam Édition. Mais tout d'abord, est-ce que vous saviez que le jeu il a été illustré par plus de 33 artistes différents pour créer cet univers et cette variété de cartes? Mais j'aimerais revenir sur une carte en particulier, c'est l'image 14. En fait, Léo, il est venu avec un brief très précis de cette carte et il voulait absolument cette composition et ces couleurs. Et en effet, on y voit une petite fille habillé d'un kawaii rouge et qui tient en laisse un cerbère, dans une image entièrement en noir et blanc. Et en fait, cette demande, elle vient d'un élément très particulier et ça commence déjà en 2021 par le spectacle qu'il a créé qui s'appelle Paula et le cerbère. Et en fait, c'est un hommage à sa maman qui est atteinte de troubles bipolaires. Et cette petite fille et ce cerbère, c'est une métaphore en fait de sa mère qui essaye de dompter le monstre qui habite en elle. Et c'est son imaginaire à elle et c'est comme ça qu'elle décrit sa maladie. Et c'est un magnifique hommage que fait Léo du coup et qui le touche particulièrement à chaque fois que cette carte, elle est jouée sur une table de jeu. Voilà pour cette semaine, on a appris la sociologie des loisirs, on a continué l'analyse vidéo et surtout on continue à vivre des expériences immersives et qu'on n'aurait jamais fait par ailleurs. Donc ça continue, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite des cours en Master Sciences du jeu. Bisous!